de x égale 1. Bon. Bon. Lui, je l'appelle f de x. OK. Alors, comment on fait après? Alors, il y a 2 choses, hein. On fait, il faudrait que je trouve f de quelque chose qui soit négatif et f d'autre chose qui soit positif. Alors 0, c'est une valeur qui est interdite, hein. Donc je peux pas essayer 0. En revanche, si par exemple je prends 1, alors ça fait 1 au carré moins 1, donc ça fait moins 1. C'est bien négatif. Si ici je prends 2 par exemple, bon, ça fait 4, moins 1 demi, moins 1, donc ça fait 4 moins 3 demi, donc ça fait 2,5, qui est bien strictement positif. Alors ensuite, le point important à préciser, c'est que f est continu sur. Alors est-ce que f est continu sur R? Non, parce que il y a une valeur interdite, mais ce que je peux simplement dire, c'est dire que f est continu sur l'intervalle 1, 2. Alors pourquoi f est continu? Parce que on voit que c'est x carré moins 1 sur x qui est continu, moins 1 qui est continu. Donc f est continu sur 1, 2, car il s'agit de la somme algébrique de fonctions continues. Voilà. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet donc une solution. Sur un 2. Hein? Alors maintenant, je fais un petit croquis. Tac. Alors en 1, ça vaut moins 1, donc là, mon croquis, je peux le faire comme ça. Hein. Là, j'ai f de 1, que je vais du coup faire négatif. En 2, f de 2. Je suis pas obligé de. Un croquis, quand on fait un croquis, on n'est pas obligé de respecter l'échelle. Hein. C'est dans l'esprit. Hein, bon. Et la continuité de f m'oblige. Alors après, je sais pas si ça passe plusieurs fois par l'axe des abscisses. Bon. Et là, je mets solution. OK? Donc là ici,
Là, pour cette partie-là, pour l'exercice 1, faut faire exactement la même chose. Non, Léo, ici, là, sinus x qui part... En fait, j'ai la tangente qui prend la tangente, qui s'éloigne de sinus x, mais autour de 0, dans l'espace d'un epsilon, on a la courbe et la tangente qui sont très proches l'une de l'autre, et donc on peut dire que sinus x et la tangente, c'est pratiquement la même chose. Eh bien, on va mathématiquement montrer que sinus x, bah, du coup, en fait, ça va être équivalent en 0 à la tangente. Alors, je mets entre guillemets, mais dit mathématiquement plus soigneusement que sinus x, c'est équivalent à x au voisinage de 0. Ou encore que sinus x, c'est égal à x plus un petit taux de x au voisinage de 0. Voilà, c'est ça en fait, cette observation graphique qui revient à dire que sinus x c'est à peu près la tangente au voisinage de 0. Eh bien, finalement, sinus x, ça revient à dire que c'est équivalent à la tangente, ce qui revient à dire ça, et ce qui revient à dire ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle un développement limité. Ça, c'est ce qu'on appelle un développement limité. C'est le développement limité de sinus x en 0. Alors, à l'ordre 1. Voilà, c'est-à-dire que la courbe, la fonction, on va dire que c'est à peu près la tangente. Okay, et vous allez voir que grâce à ce développement limité, grâce à cette approximation qu'on fait d'une courbe par rapport à une fonction affine, eh bien, on va être capable de lever plein de formes indéterminées. On avait vu qu'on pouvait lever des formes indéterminées en utilisant la définition de la dérivée. Eh bien, cette pratique qui a été faite, on va l'élargir. Et l'objectif, ça va être d'avoir une démarche systématique qui nous permet de chercher certaines limites qui sont bien compliquées, en jouant justement sur cette approximation d'une fonction par sa fonction affine. Voilà. Alors, ceci que je viens de vous montrer, c'est l'objectif principal du chapitre sur la dérivée qu'on va aborder maintenant. Alors, alors, f est dérivable en A, bah, si et seulement s'il existe un réel noté f' de A tel que voilà, le taux d'accroissement admet une limite, et cette limite, c'est ce qui va correspondre au nombre dérivé. Et ce nombre dérivé, il correspond au coefficient directeur. Il correspond au coefficient directeur de la tangente en A. Alors, une autre manière de dire les choses, c'est au lieu de dire, alors, si vous voulez, au lieu de faire tendre x vers A, hein, on peut dire que x finalement, il est de la forme, en posant x égale a plus h, d'accord? Donc lorsque x tend vers a, eh bien, si on pose x égale a plus h, on va avoir h qui va tendre vers 0. Hein. Si h, on peut le voir dans l'autre sens, si x égale a plus h et que h tend vers 0, on a x du coup qui tend vers a. Hein. H, c'est l'écart entre x et a. Et inversement, si x tend vers a, puisque h, ça correspond à x moins a, on va se retrouver avec h qui tend vers 0. Donc finalement, au lieu d'écrire f de x, je vais zoomer un petit peu, au lieu d'écrire f de x moins f de a sur x moins a, si je remplace x par a plus h, ma dérivée, elle va correspondre à la limite, non pas de lorsque x tend vers a de f de x moins f de a, mais de f de a plus h moins f de a lorsque h tend vers 0. Et x moins a,
bah, si vous regardez bien, x moins a, c'est ce qui va correspondre à h. OK? Donc là, du coup, on voit que bah, cette définition-là, elle est tout à fait cohérente avec celle de la définition 2. Il s'agit juste pour nous de faire, un changement de variable. Hein. Alors, on parle de dérivée, on parle aussi de dérivée à gauche, de dérivée à droite. Voilà, si la limite, il se peut que parfois la limite n'existe pas, mais qu'en revanche la limite à gauche et la limite à droite existent. Dans ces derniers cas, on ne parlera pas de f' de A, mais de f' à gauche de A et de f' à droite de A. Bon, ça c'est rare qu'on parle de ça. Mais il y a des cas où on n'a pas affaire à une dérivée. Alors maintenant, interprétation graphique de f' de A. Bon, ben, alors ce que je vais faire, c'est je vais utiliser mon autre logiciel là pour faire l'interprétation graphique, parce que là-dessus. Ah oui, non, mais si on a. Ouais, attendez, bon, non, laissez tomber. Alors, donc là, si par exemple. Hop, 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 hop. Voilà. Comment je peux faire? Hop. Voilà, je fais un truc comme ça. Là, alors vous le faites en même temps que moi. Hein. Là, j'ai A. Je vais mettre une forme. Oups, j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu faire un truc. Ah, je voudrais traiter. Ah voilà, je vais faire un trait, c'est ça. Bon, non, attendez. Bon, j'ai peur de faire des bêtises. Comme je ne suis pas bon, tant pis, je vais faire des traits moches. Hein, mais vous êtes habitués, hein, souvenez-vous quand quand j'étais au tableau. Alors, non, c'était les cercles qui étaient pourris. Bon, les traits aussi. Alors, interprétation graphique de f'2. Alors déjà, avant de faire f' de A, là, si je prends un point X qui est comme ça, tac, comme ça, voilà. Donc là, j'ai affaire à une corde de coefficient directeur. Donc le coefficient directeur de cette corde, bah, ça va être f de x moins f de a sur x moins a. Hein, son coefficient directeur, ça va être ça. Et si j'ai x qui s'approche de plus en plus de a, eh ben, je vois que cette corde-là, elle va s'approcher de plus en plus d'une droite limite qui va correspondre, alors là, il ne faut pas que je me foire, qui va correspondre à cette droite-là. D'accord? Et cette droite-là, c'est elle qu'on appelle la tangente. Bon, ça vous le savez tous. Hein. Tangente de coefficient direct, de coef directeur, f' de a. Donc là, on sent bien géométriquement que lorsque x s'approche de plus en plus de a, cette corde, elle va s'approcher de plus en plus. Hein. Si ce point-là, il se balade, qui va comme ça, bon, bah là, il y a le trait qui va descendre, 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 descendre pour atteindre celui-là. Et donc, puisque géométriquement, on sent bien que cette corde, elle s'approche de plus en plus de cette tangente, eh bien, par voie de conséquence, on a le coefficient directeur de la corde qui va s'approcher de plus en plus du coefficient directeur de la tangente qui sera f' de a. Hein voilà. Moins 3 au carré sur x moins 3. Bon, ben, x carré, là, je retrouve encore a carré moins b carré. Donc, ça va être la limite, lorsque x tend vers 3, de x moins 3, x plus 3 sur x moins 3. Et là, pareil, bon, bah, alors là, je mets un peu la charrue avant les bœufs.
par flemme, je suppose l'existence de la limite avant même de l'avoir démontrée. En principe, ce qu'il faudrait, c'est que j'écrive que ça, enfin, il faudrait que j'écrive que ça, c'est égal à ça, qui est égal à x plus 3, et comme x plus 3 admet une limite, ça admet une limite. Là, j'écris, je présuppose déjà savoir que la limite existe sans même l'avoir démontrée. Bon, c'est pas très, c'est un peu mathématiquement maladroit, mais bon, là, comme on est en terrain conquis, on se permet des petites, on sort un petit peu des règles de l'art. Bon, bah donc du coup, ça fait limite lorsque x tend vers 3 de x plus 3, ça donne bien 6. Hein, on retrouve la formule de x. Bon, quant à f de 3, ça vaut 9, on l'a dit tout à l'heure. Donc l'équation, c'est y égale 6x moins 3 plus 9. Bon, là, je vais développer. Hein, pas forcément. Alors, 6 fois 3. Alors, 6 fois 3, ça fait... combien 6 fois 3 déjà? 6 fois 3, 24? Mais non. Allez, 6 fois 3, 18. Ça fait moins 18 plus 9. Ça fait moins 9. Voilà. Et la question, c'était quoi la question? C'était passe par le point 2, 3. Donc, passe par le point de coordonnées 2, 3. De coordonnées 2, 3. Point d'interrogation. Alors, comment je fais pour répondre? Le point de coordonnées 2, 3. L'âge 2 et 3. Alors, 2, 3, il est dessus ou pas dessus? Dessus ou pas? Bon, ben, d'accord? S'il y en a qui veulent faire une petite copie d'écran. Alors là, c'est un petit taux en 0. Hein. Lorsque h tend vers 0 égale 0, ou on peut dire que h carré, c'est égal à epsilon h fois h avec epsilon h qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Soit on montre ça, soit on montre ça. En fait... lorsque h tend vers 0. Donc, j'en déduis que h carré, c'est un petit taux de h en 0. Bon, ça se sent bien que h carré. Quand h il devient de plus en plus petit, bon, alors, je peux encore dire que h carré, c'est h fois h. Et h, il tend vers 0. Donc c'est lui, c'est h qui va jouer le rôle de epsilon h. C'est une autre manière de dire les choses. Alors, l'autre truc à montrer, c'est quoi? C'est... N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Alors après, c'est h au cube. Bon, bah là, h au cube, c'est pareil. Hein. Je fais h au cube sur h, c'est égal à h carré, et ça tend, lorsque h tend vers 0, vers 0. Ou, je dis que h au cube, c'est égal à h carré fois h, et lui, il joue le rôle de epsilon h, qui tend vers 0. Ok?
Donc, j'ai h au cube qui est égal à un petit O de h. Alors le dernier, c'est alors la simplification de ça, ça va être quoi? Quentin, tu simplifies ça, ça donne quoi, Quentin Lucher? Quentin Lucher à 4. Écrivez ou vous me... Yacine, effectivement. Alors montrez alors qu'au voisinage de ça, on a ça. Alors regardez lui. C'est égal à quoi ça? Ah, vous voyez un écran noir? Il y a un problème d'écran là? Esteban, t'as éteint ton ordi pour ça? Non, je sais pas. Ça bug? C'est revenu, c'est bon. C'est bon, c'est revenu? D'accord. Alors, je reprends mon explication. Ça fait quoi, n parmi n? Là, c'est le formulaire, hein. Ouais, ça fait 1. Donc, du coup, tout ça, ça va donner quoi? Ça va donner a puissance n. OK? Et ça, cette expression, ça va donner quoi? n-1 parmi n, ça vaut quoi? Ben, n-1 parmi n, c'est pareil que 1 parmi n. Et effectivement, tu as raison, Alexis, ça vaut n. Donc, on obtient n a puissance n-1 h plus. Et là, maintenant, regardez. Si je prends ce truc-là, si je prends chaque truc, ça, 0 parmi n à puissance 0, bon, c'est pareil que h puissance n, ce truc-là. OK? Ça vaut n fois a, mais ça, en fait, c'est de la forme k fois h puissance n-1. Ça, c'est une constante qui ne dépend pas de h. Et après, ça va être de la forme k h puissance n-2, etc. Et ça, c'est de la forme k h au carré. Ah merde. Ouais, je suis désolé hein, si ça bug. Hein. Donc là, si vous voulez, là, le premier terme, c'est h puissance n. Le deuxième terme, c'est k fois h puissance n-1, etc. Et donc, par ce qui a été prouvé au-dessus, ça, grâce au premièrement, ça va être égal à un petit O de h. Ça, c'est égal à un petit O de h. Ils sont tous égaux à un petit O de h. Chacune des expressions va être quelque chose qui va être négligeable devant h. Si on les additionne,
si on met en facteur les epsilon h, on va se retrouver avec une somme d'epsilon h qui va également tendre vers 0. Donc, tout ça pour dire que eh ben, cet ensemble-là, ça va être un petit taux de h. OK? Alors, ben, la conséquence de tout ça, ainsi, j'ai a plus h à la puissance n. Donc là, si je remets dans l'ordre, ça va être a puissance n plus n a puissance n moins 1 sur h plus epsilon h fois h. Hein, c'est petit taux de h, d'accord? Bon. Et donc là, j'ai répondu à la deuxième question. Pour ceux que j'ai en groupe à 10h,